Bonjour Cookie, merci de nous donner un petit peu de ton temps au sein de la Bulle. Donc on est là pour le festival Quai des Bulles, l'édition de 2025, et pour parler de ta BD qui s'intitule Merveilleux. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis présenter un petit peu le speech de cette BD-là? Ouais, je m'appelle Cookie Calcaire, je suis auteur de BD depuis à peu près 10 ans, je vis à Barcelone et je suis spécialisé en bande dessinée un peu reportage, documentaires sociaux, sexo. D'habitude mon sujet de prédilection c'est plutôt la sexualité des hommes et des personnes à pénis. Et là, Merveilleux, c'est la première fois que je raconte un peu plus ma vie personnelle. Et c'est l'histoire de mon père qui a eu un AVC et qui est devenu aphasique. Et un des seuls mots qu'il arrive à prononcer depuis, c'est merveilleux. Ce qui est fou parce que je pense que je ne l'ai jamais entendu dire merveilleux avant l'accident. Et voilà, et c'est un peu l'histoire de notre famille, moi, ma petite sœur, lui, mon fils et ma compagne, et comment ce chamboulement de vie de récupérer mon père handicapé dans ma vie, alors qu'il n'a pas été très présent avant, a amené son lot de difficultés, mais aussi son lot de bonnes surprises. Donc le but, c'était aussi de raconter des bonnes nouvelles par rapport à un drame familial comme ça. C'est un récit qui est assez intime et aussi familial. Comment tu as procédé? Est-ce que tu en as parlé à ta famille avant même de commencer à écrire des choses? Est-ce que ça a été une surprise pour eux? Est-ce que tu les as concertés dans ce que tu pouvais ou non dire sur cette histoire? Oui, j'ai surtout demandé à mon père, hein, puisque c'est lui le personnage principal, s'il était d'accord pour raconter ça. Je pense que son premier réflexe était de ne pas comprendre qui aurait envie de lire un truc comme ça sur lui. Et puis, mais je lui expliquais qu'il y avait beaucoup de personnes, soit dans la même situation que lui, en situation de handicap, soit dans la même situation que nous, c'est-à-dire famille aidante, qui avaient aussi besoin de se sentir moins seul là-dedans. Et que si on pouvait apporter une petite brique à l'édifice, c'était bien. Et effectivement, je les ai intégrés tous à l'écriture, c'est-à-dire que même si c'est moi qui écris leur dialogue et ce qu'ils vont dire, j'essaie de les faire relire pour être sûr que ça de pas trahir bien aussi à leur souvenir à eux. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que le fait de scénariser du coup tout ce que toi et tes proches ont vécu, ça t'a permis de prendre conscience de tout ce que vous aviez traversé et redécouvrir peut-être des choses ou... Alors c'est sûr, il y a un truc très thérapeutique de retracer cette histoire-là. Il y a forcément un piège qui est que, évidemment, je réécris aussi l'histoire à ma manière. Hein, donc c'est là où c'était important d'être sûr que j'étais fidèle aussi aux souvenirs de tout le monde. Même pour ma compagne, même pour ma mère qui apparaît dans le livre. C'était important pour moi de lui faire relire et savoir si c'était juste par rapport à ce qu'elle pensait, etc. Mais c'est clair que c'est hyper thérapeutique pour tout le monde de mettre ça sur papier, de voir aussi le progrès. Des fois on oublie, on a du mal à prendre du recul sur... là on retrace quand même 5 années de développement et d'amélioration de son état et de notre famille. Donc c'est assez beau de voir de leur mettre devant eux le chemin qu'on a tous parcouru. Et comment justement on choisit les moments dont on veut parler? Alors moi je suis très pragmatique là-dessus et très stratégique en termes de scénario. C'est-à-dire que j'ai des systèmes de post-it avec des scènes, puis j'ai des codes couleurs qui disent si la scène elle est dramatique, drôle, informative. Donc c'était principalement les 3 axes que j'avais sur Merveilleux. Et en fait après c'était un jeu d'étaler ça sur un mur et puis de me dire ok, comment déjà on scande un peu l'histoire pour que ça soit pas que dramatique. Et essayer d'avoir du rythme et puis aussi prendre des décisions sur ok, l'histoire de la pizza on la raconte, mais par contre l'histoire du lave-vaisselle on laisse tomber puisque en fait c'est à peu près la même illustration. Donc j'essaie d'être le plus là-dessus, j'essaie d'être le plus pragmatique possible parce qu'aussi je veux qu'à la fin c'est le genre de livre où on peut faire 500 pages si je m'arrête pas. Là c'était déjà 200 pages. C'était 500 jours à relater. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu dis que dans les trois catégories que tu as faites, il y avait aussi le côté informatif. Et justement, est-ce que dans cette BD, on remarque que tu as beaucoup cherché à te renseigner, à t'informer. Tu parles des étapes du deuil, tu parles sur la phase de Broca, ce que ça implique. Est-ce que ça t'a aidé, toi, dans ton rôle d'aidant, de bien connaître tout ça? Est-ce que tu dirais que c'était l'essentiel de bien se renseigner? Je pense que devenir expert d'un sujet pour l'occasion d'un livre, hein, c'est l'effet que ça m'a fait pour à peu près tous mes livres. Ça me force à m'éduquer moi-même et à vraiment, je mets un point d'honneur à savoir de quoi je parle pour respecter aussi
les personnes dont je parle, les maladies dont je parle, les spécialistes. J'ai notamment passé du temps, j'ai été interviewé un des neurologues qui s'est occupé de mon père. Je voulais être sûr que lui me donne aussi des vrais points pour que toutes les parties médicales et même les scènes qui se passent à l'hôpital, je ne sois pas en train d'inventer un truc à la façon série télé d'hôpitaux. Et puis quand on a des émotions fortes sur le monde, on a tendance à modifier un peu, à se souvenir. Et est-ce que tu as eu conscience du coup que, je pense que oui, parce que tu disais tout à l'heure que ça, quand tu as voulu vendre le projet entre guillemets à ton père, tu lui disais que ça pouvait être une ressource pour les autres. Donc ça, tu en avais clairement conscience depuis le début que cette BD-là pouvait aider d'autres personnes qui vivaient la même chose, quoi. Oui, je le sentais, et puis c'est l'expérience que j'ai avec mes autres livres, soit que je traitais de la sexualité ou du polyamour, puis c'est ça qui me plaît, je pense, en tant qu'auteur. La différence avec Merveilleux, c'est que j'ai eu des phases où je me suis vraiment demandé qui allait lire ça. Au-delà de, des gens qui ont aussi traversé un AVC, des gens qui sont aussi des familles aidantes, je me disais, c'est déjà très bien. Et c'est énorme le nombre d'aidants. C'est énorme. Mais par contre, j'ai été étonné de voir le nombre de personnes qui étaient aussi intéressées à lire ça, alors qu'ils ne sont pas du tout concernés par ce genre de sujet de près. Mais je pense qu'il y a la thématique de la fresque familiale et le développement familial et les rapports familiaux, surtout avec nos parents. Je pense que je suis pas le seul à avoir des rapports un peu compliqués avec mon père, par exemple. Là, il y a un marché à prendre, quoi. C'est facile. Des gens qui ont des problèmes avec leur père. Non, et ça, c'est une belle découverte, c'est une belle surprise sur le projet. Et puis, il y a beaucoup d'humour aussi, donc les gens aiment ça aussi. Oui, je pense que j'étais assez contente de donner aussi une vue assez positive, même si c'est pas... le message n'est pas de dire parfois il y a des drames et il y a des accidents, mais ça va bien aller. Je sais que parfois c'est vraiment tragique et puis malheureusement, dans notre cas, effectivement, l'accident de notre père a quand même amené plus de positif finalement que de tragédie. Malheureusement, sauf pour lui, où lui, effectivement, il est handicapé, mais à l'échelle de notre famille, ça nous a rapprochés, ça a retissé des liens qui n'auraient pas été tissés s'il n'avait pas eu son accident. Est-ce que tu as eu... Alors, t'en parlais, je crois, dans les débuts de l'histoire, tu t'étais posé la question des rôles qui s'inversaient entre toi et ton père. T'en es où de ça? Est-ce que tu as toujours l'impression un peu que les rôles se confondent? Alors, absolument. Dans mon quotidien aujourd'hui, mon père est un adolescent dont je m'occupe. Okay. Ceci dit, je pense que c'est lié évidemment à son handicap, puisque c'est venu assez tôt, quand il avait 60 ans. Par contre, je réalise que c'est un rôle qu'on prend inévitablement avec nos parents à un moment ou à un autre. Puis c'est le cycle de la vie, là, vers la fin de notre vie, on redevient enfant et dépendant. Et j'ai vécu ça avec ma mère pendant l'écriture du livre, qui malheureusement était en fin de vie. Et du coup, c'était à peu près la même observation il y a eu un moment où elle a eu besoin de moi et j'ai dû m'occuper d'elle comme elle s'est occupée de moi. Et je pense qu'il y a un vrai parallèle de décision personnelle de qu'est-ce qu'on veut faire vis-à-vis de nos parents. Et un des messages du livre, c'est de dire on a toujours le choix. Je me sentais pas obligé de m'occuper de mon père. Je pense qu'on doit rien à ses parents. Je pense que à l'inverse, en tant que parent, on doit quelque chose à nos enfants, mais pas l'inverse. Par contre, c'est un choix personnel et moi, personnellement, je voulais être cette personne qui s'occupe de mon père et je voulais bien dormir la nuit en me disant je l'ai fait. Mais c'était un vrai travail de thérapie aussi, d'aller chercher le pourquoi je décide de m'occuper de mon père et c'est quoi aussi mes limites, etc. etc. Oui, c'est important. Est-ce que tu dirais que ça a modifié ton regard sur la communication, sur tout ce qui va être non-verbal, hors-verbal? Est-ce que tu y prêtes plus attention maintenant à tous ces petits signes Ouais. Ça a rendu, si on prend aussi mon fils qui avait 5 ans quand c'est arrivé, qu'on a 10 aujourd'hui, c'est intéressant, ça a développé énormément d'empathie de sa part sur les concepts de handicap. Et aujourd'hui, quand il voit quelqu'un qui boite dans la rue ou qui a du mal à s'exprimer, je pense qu'il n'a pas du tout le réflexe de se dire « Oh, c'est bizarre, je vais me moquer » ou machin. Il se dit « Ah ouais, cette personne est en train de traverser un truc, ça a l'air galère. » Et moi aussi, et effectivement, il y a un truc de communication, on en parle beaucoup dans le livre, finalement, la communication verbale n'est qu'une petite fraction de la manière dont on communique. C'est pour ça que les gens s'embrouillent beaucoup en texto, parce que les mots, finalement, représentent qu'une partie du truc. Il manque le ton, il manque le langage corporel, etc., etc. Et aujourd'hui, même si mon père a un vocabulaire d'une dizaine de mots,
on a des conversations, quoi. Et oui, ça rend plus sensible et ça te force à écouter d'une autre manière ce que les gens te disent. Et je pense que ça me rend beaucoup plus sensible aux personnes en face de moi et à sentir aussi leur énergie, la façon dont ils communiquent avec moi. Pour ça. Quelle a été ta principale difficulté lors de l'écriture? Est-ce que c'était de revivre des moments douloureux? Est-ce que c'était justement de choisir ce qui était au plus proche de la réalité ou pas? Est-ce que c'était le fait de se mettre à nu, hein, parce que là, c'est très, très intime aussi. C'était quoi ta principale ou autre chose? Je pense que le truc... Alors, pendant que j'étais en train de l'écrire, tout le monde me disait... c'était assez long, hein, j'ai mis 2 ans à l'écrire, 2 ans à le dessiner. Pour moi, c'était un long projet, c'était mon plus long projet. Et les gens avaient un peu le réflexe de me dire « Non, mais ça doit être dur à écrire ». Et je pense qu'ils s'imaginaient, moi, devant mon clavier, en train de prendre des pauses et de pleurer, et de réécrire, et de dire « Non, mais je peux pas, machin ». Ça n'a pas du tout été le cas. C'était assez simple, entre guillemets, à écrire. Le plus compliqué était de ne pas trahir la parole des autres. Et de ne pas réécrire la réalité avec un biais de moi, scénariste, et de vouloir un peu romancer le truc. C'est ça qui était plus vigilant. Et je pense qu'un des défis dans lequel j'ai tendance à tomber parfois dans mon écriture, c'est de ne pas me placer moi comme personnage, le père parfait, le fils parfait, et ça c'est difficile. Et je l'avais remarqué sur des précédents projets, notamment sur le polyamour par exemple, c'est que comme j'ai tendance à écrire une fois que moi j'ai fait le travail, et une fois que moi j'ai compris et décodé des choses, etc., j'ai tendance à écrire plus de réponses que de questions. Or, les gens veulent aussi comprendre les moments de doute, les moments de questions, etc. Mais moi, j'en suis plus là, donc du coup, j'ai tendance à éliminer ces morceaux-là. Et notamment dans Merveilleux, il y a toute une scène au milieu où je raconte un cauchemar récurrent à un de mes potes et où en fait j'exprime le fait que je suis frustré et que j'en veux à ma petite sœur de pas assez s'occuper de mon père, etc. etc. Et ça, c'est une scène que j'ai rajoutée à la fin. Parce qu'en fait, le livre était un peu trop finalement lisse et édulcoré. Si tu savais déjà tout. Et ça donnait un peu l'impression de « Ah bah oui, Cookie, il a traversé ça, c'était facile, il n'y avait pas de doute, etc. etc. » Et ça, c'est encore un truc en tant que scénariste que j'essaie de mieux travailler, d'être plus fragile, parce que je sens que c'est là aussi où on se rapproche avec nos lecteurs et nos lectrices. Au niveau de l'illustration, alors elle est très colorée, c'était un choix, enfin dès le départ tu as voulu avoir un résultat comme ça. Toujours, j'ai un rapport à la couleur qui est très... depuis mes premiers albums, là, c'est quelque chose qui est très fort chez moi. Au début, c'était assez anecdotique et on me disait que... Je sais pas, on célébrait mes albums en disant ah, c'est très coloré, c'est génial, etc. J'ai mis du temps à comprendre que c'est aussi un moyen d'expression fort pour moi et une volonté de colorer les choses et les choses que je raconte, quoi. Et de vraiment amener cette lumière et cet aspect multicolore. Et d'ailleurs, j'ai un truc de... Je pense qu'il n'y a jamais assez de couleurs, quoi. Il y a vraiment un truc de... Dans cet album-là, ça apporte aussi beaucoup à l'histoire. Enfin, ça évite qu'on tombe aussi dans le son, dans le pathos. Enfin, ça... Absolument. Et il y a des... À chaque... Enfin, c'est pas vraiment des chapitres, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on voit au bout de tant de jours, on tombe sur des pages blanches avec un petit point coloré. Est-ce qu'il y avait un aspect métaphorique à ça ou pas? Non, mais il s'est passé un truc bizarre et je peux toujours pas l'expliquer, donc c'est un peu... on va le laisser flotter, mais j'avais un coloriste avec qui j'ai bossé qui s'appelle Wagner Willian, qui a fait un super bon boulot sur les couleurs, mais à chaque fois que je recevais les planches, j'avais l'impression qu'il manquait un truc. Et j'ai commencé à rajouter des espèces de points de couleurs sur les planches qui flottent, comme une espèce de poussière, machin. Mais j'avais du mal à m'en empêcher, puis franchement, quand je les ajoutais, ça calmait un truc chez moi de ah bah voilà, machin. Et puis vraiment, tout le monde m'a posé la question de mais pourquoi là il y a des points jaunes qui flottent, etc. Et puis j'ai continué à le faire et finalement je me suis dit non, mais en fait ça a l'air d'être faire partie du projet, donc on va l'assumer. Et effectivement, j'ai ponctué chaque chapitre par effectivement un point de couleur. Parce qu'en tant que lecteur, on peut y voir des choses. Enfin, pourtant, c'est pas grand-chose en soi, mais ça peut être comme s'il y avait vraiment l'accident, en gros,
que vous avez vécu, tu vois, comme un Ouais. petit point au final qui est pas noir et tu le lis toi-même, on finit sur une belle note, quoi. Et puis la page blanche autour de tout ce qui est encore possible, quoi. C'est pas mal. C'était mon ressenti. À un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc, tu sais, comme les bagues qui changent de couleur avec selon les l'émotion. émotions. Enfin, tu vois, mais absolument, Ouais. Et pourquoi ce tatouage était-il aussi important pour vous tous? Est-ce que tu arriverais à l'expliquer, ça? Alors nous, le tatouage, en tout cas pour moi et ma partenaire, et j'ai écrit un livre dessus qui s'appelle Lever l'encre, hein, sur mon rapport au tatouage. C'est aussi un moyen de marquer sur mon corps les événements importants, tu vois, qui se passent dans ma vie, et surtout faire des rappels de leçons de vie, tu vois, de trucs importants dont je veux me rappeler le matin quand je me lève. Enfin, tu vois. Je voulais apporter ça à mon père et à ma sœur. On a fait un tatouage, on s'est fait tatouer merveilleux tous les trois. Je voulais aussi que ce soit mon père qui l'écrive, parce que je trouvais que l'écriture de mon père le fait qu'il ait réussi à apprendre à écrire un petit peu était quand même une victoire. Je voulais célébrer ça. Et je voulais ne pas avoir honte aussi de cette écriture un peu main gauche, enfantine, et de pouvoir le porter en disant ça c'est mon père qui l'a écrit, et puis c'est pas du tout c'est déjà une victoire. Et au-delà de ça, c'était un super moment à partager en famille. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'était un peu un cadeau de Noël. C'était la période de Noël, je voulais marquer le coup. Et puis, et pour mon père, ça a été son premier tatouage. Il y avait un truc très symbolique. Aujourd'hui, c'est un très bon souvenir. Chouette expérience. J'allais te demander pourquoi l'écriture était importante. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets à venir ou d'autres projets dont tu veux nous parler, notamment peut-être la sortie de Pénis de table 2? Ouais, on sort là, il y a 2 semaines, on a sorti Pénis de table 2, qui est la suite d'un album que j'ai écrit il y a maintenant 10 ans, où j'ai réuni des hommes autour d'une table pour parler de leur sexualité. Puis là, je suis content parce presque 10 ans plus tard, on fait la même expérience, mais cette fois avec 2 personnes trans, une personne transmasque et une personne transfemme. Beaucoup plus de décalage d'âge, entre 19 et 80 ans. Et j'ai repassé 9 mois à interviewer ces personnes-là au sujet de leur vie sexuelle. Et c'est des expériences où moi j'apprends beaucoup sur moi-même, sur la sexualité en général, et où je vois qu'on développe énormément un rapport entre nous. C'est aussi une des rares expériences, je trouve, où on mélange pendant un long moment des personnes hétéros, des personnes queer, des personnes trans qui se parlent sur des sujets communs, et ça fait vraiment du bien. Donc ça, on sort ça, et pour l'instant, je réfléchis à des nouveaux projets, je réfléchis à un prochain livre un peu dans la même veine que Merveilleux, là, sur, encore une fois, ma famille. Ma famille a plein d'histoires fantastiques. Je pense que mon éditrice est très contente, on a plein de livres à faire, mais continuer un peu dans cette veine-là, et j'explore un peu toujours, là j'ai commencé une mini-série sur Instagram, j'utilise beaucoup Instagram comme zone de test, et je m'attaque un peu au sujet des quarantenaires et de cet âge-là dans lequel moi j'arrive, où j'ai appelé ça quarantenaire mi-beauf, mi-woke, parce que vraiment je vois l'espèce de zone dans laquelle j'atterris, où j'ai l'impression d'avoir les avis politiques et les orientations de personnes de 25 ans, tu vois. Mais par contre, il faut avouer que mon père c'est un peu Michel Sardou, et je suis coincé entre ces deux extrêmes-là, et c'est quelque chose que j'explore là un petit peu Si ça peut te rassurer, je crois que tous les auteurs qui sont passés dans la caravane, dans la bulle ce week-end, nous ont parlé de cette angoisse de l'âge. Alors je sais pas ce qui se passe là, mais... Je pense que ça y est, on est une génération là on a tous commencé la BD à cet âge-là. Je pense que c'est encore une fois un âge, tu sais, c'est la crise de la quarantaine, cinquantaine, là on y passe tous et toutes. Là, moi je trouve ça intéressant de relier ça aussi à le féminisme, le militantisme, tu vois, et la politique, de voir comment on se positionne, quoi, parce que c'est effectivement une exploration à faire d'un nouveau chapitre de notre vie, quoi. Juste pour revenir un tout petit peu sur Merveilleux, sans vouloir être indiscrète, je pense que beaucoup de personnes ont envie d'avoir des nouvelles du coup de mon ton père. papa. Ouais. Comment va mon père? Alors après avoir le livre se termine quand il s'installe en Espagne. Il y a passé 3 ans. Où effectivement c'était très bien, il vivait à l'extérieur de Barcelone, là où moi je vis, donc on se voyait un week-end sur 2, je venais le voir, etc. etc. Il a décidé de retourner en France au bout de 3 ans, notamment pour être plus proche de ma petite sœur à ce moment-là. Puis finalement,
Là, au bout de 2 ans, il revient en Espagne. Donc, quand je te dis, il est ado, c'est vraiment. Aussi, donc il est maître de ses décisions, il est maître de son compte en banque. Il fait ce qu'il veut. Mais il y a un peu un truc de. Il vit, et c'est très bien comme ça, hein, il vit un peu au jour le jour de. Voilà, je m'ennuie un petit peu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéménager. Et évidemment, c'est une charge pour tout le monde autour de lui, et je pense qu'il s'en rend compte là, mais aujourd'hui, bon, on le soutient. Donc il va revenir en Espagne. Ok. Et ça, c'est quelque chose moi qui m'avait marqué aussi dans ta BD et que j'avais trouvé génial, c'est le fait que tu l'infantilises pas et tu le laisses toujours décider des choses. Alors peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça, mais en tout cas, tu mets ça en avant et c'est un sujet très important quand on est aidant, quoi. Je pense que c'est la chance entre guillemets que j'ai eue, c'est que son accident est arrivé au moment où moi je devenais papa. Et j'ai eu en parallèle à gérer effectivement, puisque c'est un peu pareil que les enfants, hein. Moi mon fils a 10 ans, il y a une période, je rentre dans une période où il faut que j'arrête vraiment de l'infantiliser. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps que je continuais à lui servir à dîner dans des assiettes en plastique d'enfants, tu vois. Je me suis dit, ça y est, en fait, il y a 10 ans, là, il peut manger dans une assiette normale, enfin, tu vois, il a des couverts normaux. Et en fait, c'est un travail constant qu'on a de rééquilibrer. Je pense qu'il y a un âge où il faut infantiliser, et un niveau d'autonomie où ils ont besoin de ça. Il faut savoir effectivement lâcher et voir les zones où au fur et à mesure on les rend autonomes. Et j'imagine que ça va revenir pour mon père, hein. Il y aura des trucs qu'il fait aujourd'hui qu'il ne pourra plus faire. Bah même sans ça, en fait, tu prêtais attention à des choses où parfois l'aidant est tellement dans le fait d'aider, d'accompagner dans des moments durs. Enfin, je vois, par exemple, tu te posais la question de, en gros, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il fait de ses journées à attendre toute la journée? Enfin, ça, je vois, pour les personnes qui sont en EHPAD ou quoi que ce soit, des fois, les gens ne se posent pas la question en fait, de la personne qui va être alitée toute la journée et on passe de... Je ne sais pas s'il ne se pose pas la question, mais en tout cas, on le passe et on vit dans le déni de ça parce que souvent, on n'a pas de solution. Et c'est un vrai problème, hein. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas trouvé de solution non plus magique pour mon père, hein, mais on a essayé des trucs et puis c'est un truc qui m'intéresse. Je pense aussi que, moi, je pense vraiment que ce genre d'expérience, ça nous projette nous-mêmes sur la manière dont nous, on va vouloir être traités, si ça nous arrivait. Et donc moi, c'était un point d'honneur de, moi, j'aimerais pas ça, en fait. Moi, j'aimerais pas ça, donc en fait, je cherche des solutions, et il y a un côté un peu égoïste pour aussi trouver des solutions pour moi-même le jour où ça m'arrivera, quoi. Et je pense que c'est des questions importantes qu'il faut se poser de c'est quoi leur quotidien, comment on fait une fin de vie. Mais c'est tout le sujet de la fin de vie, hein. C'est très complexe et ça va au-delà de juste la situation de handicap. C'est aussi, on appelle quand même ça un deuil, le deuil blanc, donc ça en dit long, quoi. Absolument. Merci beaucoup, merci. Cookie. Ravi de t'avoir accueilli au sein de la bulle. Merci on beaucoup. se retrouvera certainement pour tes prochaines Super. sorties. Merci beaucoup.